Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la Société vaudoise des sciences naturelles et de la Société académique vaudoise, bienvenue. Pour introduire cette conférence, j'avais envie de partager avec vous le court extrait d'un discours de Clémence Royer. Elle a prononcé ce discours en 1859 devant l'Académie de Lausanne. Et Clémence Royer est connue principalement pour avoir été la première traductrice en français de l'origine des espèces de Charles Darwin, donc un monument de la littérature scientifique dans le domaine de la biologie. Donc je cite ce discours. « Moi-même, durant un temps, j'ai été fort effrayée de la science. Je lui ai trouvé cette air maussade et ennuyeux. Et sous cette impression, je me persuadais facilement qu'elle m'était inutile. Il a suffi de quelques pages convenablement écrites, de quelques heureuses explications de personnes sagement instruites, qui vinrent comme des éclairs illuminer cette nuit de mon esprit, pour que je m'aperçusse que les savants, en effet, ont entouré le champ de la science d'une haie d'épines, mais qu'au-delà, il est plein de fleurs. Dès lors, j'ai résolu de faire une trouée dans cette clôture et de sauter par-dessus s'il le fallait. » Donc ce livre, c'est Les naturalistes à la découverte de la Suisse et du monde. Il m'a gracieusement été offert par l'Académie suisse des sciences naturelles. Et ce passage en particulier m'a rappelé à quel point rendre le discours scientifique compréhensible pour tout un chacun, à quel point historiquement ça a été important. Sont ces éclairs qui ont illuminé l'esprit de Clémence Royer, sont ces personnes sagement instruites qu'elle décrit. On peut imaginer que le darwinisme ne se serait pas répandu de cette manière-là dans la francophonie, ou du moins pas si rapidement. Et ça m'a conforté dans l'idée que la mission de la SVSN a du sens, donc cette mission d'encourager le dialogue entre la science et la société. Et je voulais donc vous remercier parce que c'est grâce à votre présence à nos conférences, au fait que certains d'entre vous êtes membres de notre société, que nous pouvons accomplir en partie cette mission en tout cas. Et donc je voulais aussi remercier évidemment nos sponsors, donc vous l'aurez compris, l'Académie suisse des sciences naturelles, mais aussi le canton de Vaud, la loterie Remonde pour cette année, l'imprimerie Carrara. Et pour ce soir, nous avons donc un partenariat avec la Société académique vaudoise. Ce soir, le thème, c'est la foudre. Je pense que ça nous ramène tous à pas mal de souvenirs d'enfance, parfois assez angoissants. Les naturalistes se sont toujours, bien sûr, beaucoup intéressés au phénomène de la foudre. Et nous retrouvons dans le bulletin de la SVSN plusieurs articles historiques qui parlent de la foudre, notamment des magnifiques photographies d'éclairs prises en 1937 au Tessin. Je vous encourage vivement à aller les voir, donc c'est dans le bulletin de 1945, si jamais vous pouvez le trouver via notre site internet. Et donc, c'est aussi assez fascinant de réaliser que presque 100 ans après ces photographies, nous avons en Suisse un centre de renommée internationale dédié à la recherche sur la foudre. Et donc c'est un centre exceptionnel, mais c'est même pas vraiment une exception dans le sens où en Suisse, pour un peu n'importe quelle thématique scientifique, nous avons au moins un groupe de recherche, voire un pôle de recherche national qui a une renommée à l'international sur le sujet. Donc c'est quand même remarquable pour un pays petit comme le nôtre. Je pense que ça mérite d'être mentionné et ça mérite d'être célébré. Et je pense que c'est ce que nous faisons tous ici ce soir, c'est célébrer ces scientifiques qui font la fierté de la Suisse. Donc voilà, je laisse la parole à M. Moser qui va nous présenter plus en détail le parcours de M. Rachidi, que je remercie d'avance. Et si jamais donc, il y a un apéritif qui va suivre la conférence, vous êtes tous les bienvenus à nous rejoindre pour passer un moment ensemble. Merci. Voilà, donc nous sommes très heureux ce soir d'accueillir le professeur Farhad Rachidi de l'EPFL qui a bien voulu nous conter un petit peu ce qu'il se passe sur ce fameux mont Sentis et nous donner plus d'explications aussi sur un phénomène qui finalement est assez mystérieux depuis toujours, mais qui est la foudre. Pardon. Alors, Farhad Rachidi, il a étudié le génie électrique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
où il a obtenu son diplôme d'ingénieur en 1986. Il a ensuite poursuivi ses études à l'EPFL dans une thèse de doctorat qu'il a obtenue en 1991. Et puis il a travaillé ensuite quelques années au laboratoire des systèmes de puissance de l'EPFL. Je ne suis pas sûr de la traduction. Oui. Ouais. Jusqu'en 1996. Et pendant cette période, entre sa thèse et puis cette période-là, il a effectué plusieurs séjours à l'université de Floride et puis au Kennedy Space Center de la NASA, aussi au Floride, j'imagine. En 1997, il a rejoint le laboratoire de recherche sur la foudre de l'université de Toronto. Et puis, finalement, de retour en Suisse, de 97 à 98, il a travaillé au sein de l'entreprise Montana, qui est spécialisée dans la compatibilité électromagnétique. Farhad Rachidi est actuellement professeur à l'EPFL et le directeur du laboratoire de compatibilité électromagnétique. Ses recherches portent notamment sur l'électromagnétisme de la foudre, la compatibilité électromagnétique, forcément, la compatibilité électromagnétique, pour ceux qui ne sont pas spécialisés dans le domaine, comme moi, c'est en fait la capacité d'un appareil ou d'un système à fonctionner correctement dans son environnement, sans provoquer ni être affecté par des perturbations électromagnétiques. Alors, on comprend maintenant le lien, puisque, évidemment, la foudre est une perturbation possible, par exemple, de lignes à haute tension, etc. Alors, le professeur Rachidi est connu internationalement pour avoir développé des modèles d'évaluation du rayonnement électromagnétique des éclairs qui ont été largement utilisés dans des applications techniques liées à l'effet de la foudre sur les lignes à haute tension. Il a reçu de très nombreuses récompenses. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais parmi celles-ci, on citera peut-être le prestigieux prix Carl Berger, décerné en 2016 pour ses réalisations théoriques et expérimentales extraordinaires dans la recherche sur la foudre. Et puis, on en parlait tout à l'heure, l'université de Xi'an Jiaotong lui a conféré le titre de professeur honoraire. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Alors, on est enchanté de pouvoir écouter vos explications et je vous passe le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravi et honoré d'être là parmi vous ce soir pour parler justement de ce phénomène fascinant et spectaculaire qu'est la foudre. Alors, cette préparation, comme vous le voyez, a été préparée avec mon collègue et ami, le professeur Marcus Rubinstein, avec qui je travaille depuis plusieurs décennies sur des questions liées à la foudre. Nous nous sommes rencontrés en 1990, alors que tous les deux, on était des doctorants, moi à l'EPFL et Marcos à l'Université de Floride. À gauche, vous avez une image au Kennedy Space Center en train d'installer des capteurs de mesure de champ électrique sur la lagune des Moustiques. On a fait des mesures sur le déclenchement artificiel de la foudre, j'en parlerai un peu par la suite. Alors, le plan de ma présentation, je vais commencer par donner une brève introduction à la foudre. Je parlerai également de la place tout à fait particulière qu'occupe la Suisse dans la recherche sur la foudre. Et j'aborderai ensuite ce centre de recherche expérimentale au Mont-Saint-Is qui est opérationnel depuis 2010. Alors, ce centre, ainsi que les mesures qui y ont été réalisées, ont permis de faire des progrès importants dans notre connaissance sur les différents aspects de la foudre. Mais plutôt que de présenter l'ensemble de ces travaux, j'ai préféré de me concentrer sur un projet spécifique qui s'appelle le Laser Lightning Rod, financé par la Commission européenne de 2018 à 2023, qui portait sur l'utilisation des lasers haute puissance
pour le guidage et le déclenchement de la foudre. Alors commençons par une brève introduction à la foudre. Alors ici, en fait, vous voyez des images obtenues à l'aide des caméras rapides de décharges orageuses. Alors, il faut savoir que les éclairs se produisent environ 3 milliards de fois par année. C'est-à-dire, à la fin de cette phrase, plus d'1 millier d'éclairs auront frappé quelque part sur la planète. Alors, on pourrait penser que puisque l'éclair se produit si souvent et que pratiquement tout le monde l'a déjà observé, eh bien, elle devrait être un phénomène bien compris aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas le cas. Même la question la plus fondamentale, comment la foudre s'amorce à l'intérieur des nuages d'orage, reste encore un mystère. Alors sur cette diapo, vous voyez en fait quelques jalons importants de l'histoire de la foudre et de l'histoire de la recherche sur la foudre, une histoire qui est très riche en événements fascinants. Je ne vais pas commenter l'ensemble de ces points, mais seulement quelques-uns. D'abord, l'expérience de Benjamin Franklin. Donc on peut dire que la recherche moderne sur la foudre a commencé avec Benjamin Franklin en 1752, lorsqu'il a démontré en fait la nature électrique de la foudre grâce à sa célèbre expérience du cerf-volant. Mais l'histoire de la foudre remonte à environ 4 milliards d'années, aux origines même de notre planète. Eh bien, il y a beaucoup d'études récentes, publiées à partir des années 2020, qui montrent que la foudre aurait joué un rôle important dans la synthèse des composés organiques, comme par exemple le phosphore, qui est un élément essentiel dans la structure et fonction de base des cellules. Alors, dans cet article, par exemple, les auteurs montrent que les impacts de foudre auraient fourni une source abondante de phosphore, ce qui voudrait dire que la foudre aurait pu contribuer à l'apparition de la vie sur Terre, et peut-être elle pourrait encore favoriser l'émergence de la vie sur d'autres planètes semblables à la nôtre. Et depuis 1752, lorsque Franklin réalise son expérience, des progrès considérables ont été accomplis, notamment à partir du XXe siècle. Bon, on peut parler du premier enregistrement oscillographique du courant de foudre vers 1930 sur le sommet de Empire State Building à New York. Le développement des systèmes de localisation de la foudre, donc un système technologique lié à la foudre, mais aujourd'hui pratiquement le monde entier est équipé par ces systèmes qui permettent de détecter et de localiser la foudre. Les observations du professeur Carl Berger de l'ETHZ, je vais revenir là-dessus dans les années 40 à 70, le premier déclenchement artificiel de la foudre dans les années 1970, et beaucoup plus récemment, il y a seulement une vingtaine d'années, on a découvert des émissions de haute énergie observées à l'intérieur des nuages, mais aussi dans différentes phases d'un coup de foudre. Et cette découverte était extrêmement importante et a remis en question toute la théorie et les hypothèses classiques sur l'initiation de la foudre et pose en même temps de nouveaux défis à la recherche scientifique. Alors il faut dire que les rayons X émis par la foudre atteignent des énergies considérables, plusieurs centaines de kiloélectronvolts, c'est-à-dire beaucoup plus importantes que l'énergie d'une radiographie pulmonaire. Et en fait, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça suggère l'existence d'électrons extrêmement énergétiques, donc avec des vitesses qui peuvent atteindre des vitesses extrêmement grandes, proches de la vitesse de lumière, avec des décharges qu'on appelle des décharges breakdown, runaway breakdown, qui sont des décharges assez particulières qui peuvent être déclenchées et amplifiées éventuellement par les rayons cosmiques. Donc cela suggérerait que la foudre aurait une origine extraterrestre. Alors tout ça pour vous dire que malgré tout le progrès qui a été fait dans la connaissance sur la foudre, de nombreuses questions restent sans réponse sur différents domaines liés à la foudre, notamment dans la physique
et l'initiation de la foudre. Et c'est pour ça que Dwyer et Newman, qui sont des personnes probablement les plus importantes dans la recherche sur la foudre, ont dit que voilà, ce problème est considéré comme l'un des plus grands mystères des sciences atmosphériques. Alors, c'est un phénomène qui est fascinant, qui est spectaculaire, mal connu, mais en même temps, c'est un phénomène qui a des impacts significatifs sur nous et sur notre vie. Juste quelques exemples, une centaine de décès par an aux États-Unis et près de 50 blessures graves. Deuxième cause de mortalité liée au phénomène météorologique, après les inondations et bien avant les tornades et les ouragans. En Suisse, première cause de décès naturel après les avalanches. Et 30 à 60% de toutes les coupures de courant annuelles sont liées à la foudre, avec un coût approchant $1 milliard aux États-Unis, d'après le Centre de recherche sur l'énergie électrique aux États-Unis, par année. Et puis on sait que c'est la principale cause de dommages aux éoliennes. D'ailleurs, le sujet de la protection contre la foudre des éoliennes, c'est un des sujets les plus importants liés au domaine de la protection contre la foudre. Alors, l'importance de la foudre est appelée à croître avec le changement climatique, puisque sa fréquence, ses caractéristiques et son intensité sont affectées par les modifications des régimes météorologiques. Alors, les recherches actuelles indiquent qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre d'éclairs et la température. Donc, une augmentation d'1 degré de la température moyenne engendre une augmentation du nombre d'éclairs selon les études de 10% à 100%. Et une corrélation a aussi été observée entre le changement climatique et la déforestation qui est en partie due aux incendies de forêt déclenchés par la foudre, dont la fréquence augmentera avec le réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce que la foudre? Comment on peut définir la foudre? Alors, la définition la plus commune, c'est une décharge électrique transitoire à fort courant dont la longueur du trajet se mesure en kilomètres. Donc, typiquement, c'est une antenne gigantesque, dont la longueur, c'est entre 5 et 10 km, parcourue par un courant transitoire, donc c'est un courant qui dure quelques centaines de microsecondes, avec des amplitudes de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kiloampères. Et la source la plus courante de la foudre est la séparation de charges électriques à l'intérieur des nuages d'orage. Donc ceci résulte de phénomènes assez complexes de précipitation et de convection, qui fait encore l'objet de débats scientifiques. Alors, sur ce schéma, en fait, vous voyez en haut la structure classique ou la répartition des charges électriques dans un nuage d'orage classique. Alors, vous avez la partie supérieure du nuage qui est composée essentiellement des cristaux de glace, qui est chargée positivement, et la partie inférieure qui est formée des gouttelettes d'eau, qui est chargée négativement. Et en fait, cette séparation de charge, cette électrification, est due essentiellement à l'effet triboélectrique. C'est la friction qui va donner lieu à un transfert d'électrons ou d'ions lors des collisions entre les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace. Alors en bas, vous avez aussi le champ électrique que l'on mesurait au sol juste avant l'apparition de l'éclair. Alors vous voyez en fait que juste sous le nuage d'orage, on a un champ électrique assez intense, environ, ici 15 kV par mètre. Ça peut être en général entre 5 et 20 kV par mètre. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on s'éloigne du cumulonimbus, le champ électrique diminue. Le champ électrique diminue, mais elle ne tend pas vers zéro. Vous voyez, à un certain moment, elle change de signe, elle devient positive, et elle atteint une valeur qui est de quelques centaines de volts par mètre. Donc aujourd'hui, ou par beau temps, lorsqu'on mesure le champ électrique, eh bien, on a un champ électrique qui est non nul et qui est de quelques centaines de volts par mètre. Alors, on parle souvent du champ magnétique terrestre. Eh bien, il y a aussi un champ électrique qui est très important parce que
ça permet d'équilibrer cette grosse machine électrostatique qui est formée par la Terre et son atmosphère. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que la grande majorité des éclairs transfèrent des charges négatives au sol. Donc c'est essentiellement les électrons. Pour chaque éclair, il y a une quantité énorme de charges, quelques coulombs, ce qui représente, je ne sais pas, des milliards ou peut-être encore plus d'électrons. Et il y a une cinquantaine d'éclairs chaque seconde. Donc il va y avoir énormément d'électrons qui sont transférés au sol à travers toutes ces décharges. Alors ce qui se passe, c'est que par beau temps, en fait, il y a une densité de courant, donc ces électrons retournent vers les nuages d'orage, donc il y a une densité de courant extrêmement faible, mais quand même, si on la rapporte sur la surface de la Terre, ça représente un courant de 2000 ampères, et ce courant ramène vers les couches supérieures de notre atmosphère et l'ionosphère ces électrons qui avaient été transférés par les éclairs au sol. Et donc, ça contribue au maintien de cette couche qui est très importante parce que ça nous protège des rayons cosmiques. Alors, on a différents types de décharges. Il y a essentiellement deux types d'éclairs. Alors, des décharges qui apparaissent à l'intérieur des nuages ou entre deux nuages, donc entre les zones de charge opposées. Et puis, il y a aussi des décharges entre nuages et le sol. Et ces décharges entre nuages-sol peuvent être classées en 4 catégories, comme vous voyez ici, selon la direction de la propagation de ce canal ionisé. Alors, ça peut être soit descendant, soit ascendant, et aussi selon le signe de la charge transférée au sol. Alors, on peut avoir des décharges positives ou négatives. Donc vous voyez, on peut avoir donc 4 types d'éclairs nuage-sol. Alors la grande majorité, probablement 90% et même plus, sont des éclairs nuage-sol négatifs. Donc, puisque les charges négatives sont sur la partie basse du nuage, donc il y a plus de chances d'avoir ce type d'éclairs. Donc 90% ou plus sont des décharges descendants négatifs et environ 10% des éclairs descendants positifs. Alors, les éclairs ascendants, c'est intéressant parce que c'est des éclairs qui apparaissent uniquement à partir de structures de grande hauteur, comme par exemple des tours de télécommunications ou des gratte-ciel, ou des structures de hauteur modérée, mais situées au sommet des montagnes. Alors, ce qui veut dire que probablement, il n'y avait pratiquement pas des éclairs ascendants il y a une centaine d'années. Et en fait, avec l'apparition de ces structures élevées, les gratte-ciel, les tours de télécommunications, et plus récemment les éoliennes, alors là, il y a de plus en plus de décharges ascendantes que l'on peut observer. Alors, sur cette diapo, vous voyez en fait tous les processus qui interviennent à l'intérieur d'un éclair. Donc c'est un processus qui dure environ quelques centaines de millisecondes, voire une seconde. Alors, en haut à gauche, je ne sais pas si je peux... Alors voilà, vous voyez mon curseur. Donc ici, en fait, c'est cette distribution initiale des charges avec la partie haute chargée positivement et la partie basse négativement. Et à un instant donné, en fait, le champ électrique à l'intérieur du nuage dépasse un seuil critique et l'air perd ses propriétés diélectriques et il y a une décharge orageuse qui commence à se former. Un canal ionisé avec des charges négatives qui commence à apparaître et qui va descendre vers le sol. On l'appelle le traceur par pas, avec des charges négatives, et qui va vers le sol avec une vitesse de l'ordre de 10 puissance 5 à 10 puissance 6 mètres par seconde. Et lorsque ça s'approche du sol, donc par induction, il va y avoir des charges de signes opposés qui vont créer au sol et une augmentation du champ électrique, de telle sorte qu'il va y avoir aussi des décharges ascendantes, qu'on appelle les décharges de connexion. Et, oups, je ne sais pas si c'est... Ah voilà, je pense qu'il y avait un problème de connexion. Voilà, donc il y a après ce qu'on appelle le processus d'attachement, donc ces deux canaux ionisés se connectent,
Et en fait, c'est là que l'on voit l'éclair. En fait, toute cette partie-là, en fait, c'est pratiquement invisible à l'œil nu. Et en fait, là, c'est ce qu'on appelle le premier arc en retour, qui est une onde de potentiel zéro qui monte à partir du sol, avec une vitesse extrêmement rapide, proche de la vitesse de la lumière, et qui neutralise ces charges qui étaient emmagasinées dans ce canal ionisé. Et c'est en fait cette phase d'arc en retour dans lequel on va avoir des courants extrêmement importants, en moyenne 30 000 ampères, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'ampères. Et ça va créer des champs électromagnétiques qui peuvent se propager sur des centaines de kilomètres autour de cet arc en retour. Alors à ce moment-là, l'éclair peut terminer, mais en fait, dans la plupart des cas, il va y avoir suffisamment de charge dans les nuages d'orage pour qu'après quelques millisecondes, voire quelques dizaines de millisecondes, il y ait une deuxième séquence de canal ionisé qui, cette fois, n'a pas autant de branches, parce qu'il va suivre le chemin principal, parce que ce chemin reste encore un peu ionisé, donc il va descendre vers le sol et qui va déclencher un arc en retour qu'on appelle un arc en retour subséquent. Donc là encore, une onde de courant extrêmement rapide et extrêmement puissant qui va se propager dans le sens contraire. Et cette séquence de traceurs descendants, désolé, c'est un peu... et arc en retour peut se répéter à l'intérieur d'une décharge plusieurs fois. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, alors la prochaine fois que vous verrez une décharge, parfois vous avez une impression de scintillement. Et c'est parce qu'il y a plusieurs arcs en retour à l'intérieur de ce même éclair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces différents processus à l'intérieur d'un éclair produisent des rayonnements électromagnétiques, et ces rayonnements électromagnétiques s'étendent sur une bande de fréquences incroyable. C'est-à-dire que ça part des fréquences extrêmement basses jusqu'aux radiofréquences, des hyperfréquences, des micro-ondes, bien entendu la lumière visible, et puis les rayons X et les rayons gamma. Donc c'est une plage qui s'étend sur plus de 20 ordres de grandeur. On ne connaît pas autre, disons, phénomènes physiques, naturels ou artificiels qui peuvent produire disons, un spectre fréquentiel aussi large. Alors juste pour illustrer ceci, donc je vous montre des images vidéo obtenues par des caméras rapides, donc 7200 images par seconde par Tom Warner, qui a énormément de... Enfin, si vous regardez sur Internet, il y a des images vraiment magnifiques. Donc là, en fait, c'est un éclair entre nuages et sol négatif. Les images sont ralenties d'un facteur d'environ 250. Donc toute la durée, c'est de l'ordre de 200 millisecondes. Et donc vous voyez en fait ici un camion qui est en train de traverser. Il a une vitesse qui est estimée à 80 km/h, mais vous allez le voir presque immobile, puisqu'en fait tout se passe en un instant de seconde. Alors vous voyez justement cette phase de décharge descendante, et puis il y a un point qui connecte à la Terre. Donc l'arc en retour, c'est tellement rapide, on ne voit même pas la propagation vers le haut. Après quelques millisecondes, il y a un deuxième traceur descendant qui enclenche un deuxième arc en retour, et après un troisième. Vous voyez, le deuxième et le troisième ne sont pas autant ramifiés, donc ils suivent vraiment le chemin principal, et voilà, tout ça dans un même éclair. Alors, les décharges ne sont pas toujours associées à des cumulonimbus, il y a d'autres types de décharges. Alors ça, c'est très intéressant, ce sont des décharges dans la moyenne et haute atmosphère qui ont aussi été découvertes récemment, depuis des années 2000, grâce à des observations par satellite et par la navette spatiale. Alors il y a différents phénomènes comme les sprites, les elves, qui sont très mal connus, mais qui sont assez impressionnants. Donc les sprites, en fait, s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres.
et à des altitudes entre 50 et 200 km. Et certains de ces phénomènes sont liés et même causés par des arcs en retour entre les nuages et le sol. Et en fait, il y a des relations intéressantes entre ces différents types de décharges. Alors, dans un nuage issu d'une éruption volcanique, on peut avoir aussi des phénomènes similaires, des particules de matière volcanique qui entrent en collision, et il y a aussi une séparation de charges qui se forme. Et alors, vous avez certainement vu des images justement de décharges orageuses associées à ces éruptions. Et le même phénomène peut se produire lors de tempêtes de sable. Alors la foudre en boule, c'est un phénomène atmosphérique encore très mal connu. Donc c'est des objets lumineux et sphériques, typiquement quelques dizaines de centimètres de diamètre, parfois même plus grosses. Alors elles semblent être associées aux orages, mais elles durent bien plus longtemps, donc typiquement plusieurs secondes, voire parfois près d'une minute. Et jusqu'aux années 1960, beaucoup de scientifiques considéraient la foudre en boule comme un mythe, malgré de nombreux témoignages. Bon, aujourd'hui, on sait que ça existe, mais ça reste un phénomène très mal connu. Et il y a une conférence uniquement sur la foudre en boule tous les 2 ans qui réunit les scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Alors, les éclairs ne semblent pas être propres à notre planète, et il existerait sur d'autres planètes, en tout cas sur Jupiter, Saturne, Uranus, Vénus, et probablement aussi sur Mars, associés à des tempêtes de sable. Alors bien entendu, les types de décharges sont différentes et dépendent de la composition de l'atmosphère, mais les conditions sont similaires. Donc il y a toujours une séparation de charges et qui produit ce genre de décharge. Et cette image montre un orage sur Jupiter qui a été photographié par la sonde Galilée. Alors les avions, c'est aussi intéressant parce que les avions commerciaux sont en moyenne frappés par la foudre 1 fois par an. Alors, en général, ils sont bien, disons, protégés contre la foudre, il n'y a pas de problème, enfin, c'est rare d'avoir des problèmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on pensait que la foudre survenait lorsque l'avion traversait une décharge et interceptait en fait cette décharge qui était déjà en cours. Alors on sait aujourd'hui que l'avion, en réalité, c'est vraiment l'initiateur ou le déclencheur de la décharge. Donc ici, vous voyez en fait la direction, la ramification des branches qui sont vers le haut, vers les nuages à partir de l'avion et vers le bas à partir de l'avion vers le sol. Donc ça montre qu'en fait le point d'initiation de la foudre est l'avion lui-même. Voilà, alors je disais que la Suisse a joué un rôle assez important dans l'histoire de la recherche sur la foudre. Alors ici en fait ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle la densité des éclairs en Suisse. Donc ça montre le nombre moyen de décharge de foudre par kilomètre carré par année. Donc vous voyez en général sur la Suisse vous avez une valeur entre 2 et 3. Alors bien entendu, au sud des Alpes et dans le Tessin, ces valeurs peuvent atteindre 5 ou 6. Ça reste des valeurs assez modestes. Alors, comparé à la carte mondiale des éclairs que vous voyez ici, établie à partir des données satellitaires, alors on voit des régions beaucoup plus foudroyées, comme par exemple dans l'Afrique centrale, où on atteint des valeurs 10 fois plus grandes, donc 70 éclairs par kilomètre carré par année. Mais si on revient à justement cette densité des éclairs en Suisse, donc on voit effectivement qu'il y a une densité relativement grande dans le Tessin. Et en fait, ici, vous avez le mont San Salvatore qui est situé à côté de Lugano. Donc j'imagine que pas mal de photos dont vous parliez viennent de là. Et en fait, c'était donc durant plusieurs décennies, donc plus exactement pendant 29 ans, depuis 1943 et 1972, professeur Karl Berger et son équipe de l'école polytechnique de Zurich ont instrumenté cette tour et ont fait des mesures de courant de foudre et aussi des mesures photographiques
de foudre sur ces tours. Alors c'était des expériences vraiment incroyables, surtout qu'il a commencé ces expériences en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale et il a fini en plein milieu de la guerre du Vietnam. Je ne sais pas s'il y a une relation, on peut dire il y a toujours des guerres à chaque moment. Mais en tout cas, c'était vraiment ces expériences de Berger qui ont permis à connaître beaucoup mieux la foudre, à caractériser, donc toute cette caractérisation de type de coup de foudre, ascendant, descendant, avec des polarités différentes, etc., et avec toute la caractérisation des paramètres de courant de foudre, sont dus aux travaux extraordinaires de Berger, qui restent aussi toujours, ce sont des références dans les documents de normes de protection contre la foudre. Alors, bien entendu, à l'époque, il utilisait des instruments de l'époque qui étaient quand même assez limités. Bon, là, vous avez des images, justement, probablement, on peut les retrouver aussi dans les documents dont vous en parliez. Donc, à gauche, vous avez un éclair descendant. Vous pouvez le voir en regardant la direction des branches. Et là, vous avez un éclair ascendant sur cette tour de télévision. Alors, au milieu des années 2000, avec Marcos Rubinstein, nous avions décidé de mettre en place un centre expérimental en Suisse avec des instruments mis à jour, avec des spectres fréquentiels beaucoup plus larges que celles utilisées par professeur Berger. Et nous avons essayé de chercher à identifier des tours fréquemment frappées par la foudre. Alors, vous voyez, en fait, ici et là, il y a des petits points rouges. Et en fait, ces points rouges correspondent à des endroits où il y a des structures de hauteur importante, dont cette tour Sentis, qui est située là. Donc vous voyez en fait un zoom sur la distribution des décharges autour de Sentis. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de concentration des décharges. Et on a pu, disons, vérifier cela en étudiant les données des systèmes de détection de la foudre sur 42 mois. Donc à gauche, vous voyez en fait une carte avec tous ces points, ce sont des localisations données par ces systèmes de localisation de la foudre. Donc le point central, c'est le Monte San Salvatore. Donc vous voyez une petite concentration et à droite, vous avez le Mont Sentis. Donc là, en fait, la comparaison est flagrante et en fait le nombre d'arcs en retour, c'est beaucoup plus important. Donc voilà, c'est là où on a décidé d'instrumenter cette tour Sentis et développer justement ce centre de recherche. Alors, ce centre de recherche sur la foudre, donc la tour appartient à Swisscom, donc ils ont été extrêmement coopératifs. On a signé un accord avec eux pour justement installer des capteurs de mesure. Donc là, vous voyez, en fait, c'est pas la seule, disons, structure instrumentée pour la mesure sur la foudre, donc il y en a un certain nombre. Pas toutes ces tours sont toujours instrumentées. La CN Tower, la Peisenberg Tower en Allemagne ne sont plus instrumentées. Mais là, vous voyez, en fait, ces différents tours qui sont représentés de gauche à droite en fonction de la longueur des tours. Vous voyez, en fait, Sentis, c'est un peu au milieu. Mais en bas, vous avez aussi l'altitude de ces tours. Donc, si on classe maintenant les tours selon leur hauteur totale, c'est-à-dire la hauteur de la montagne et de la tour, voilà ce qu'on obtient. En fait, la tour Sentis est le champion en termes de la hauteur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'objet le plus foudroyé que l'on connaisse. On sait qu'en Europe, d'après les données des systèmes de localisation de la foudre, c'est l'objet le plus foudroyé de l'Europe. Et dans le monde, il y en a peut-être d'autres structures qui sont foudroyées plus. En tout cas, on ne les connaît pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça reste cet objet. Alors, on a commencé à instrumenter cette tour et ça continue en fait. Et c'est devenu un centre de recherche international. Il y a différentes équipes de recherche qui viennent en Suisse. Donc ici, vous voyez en fait l'ensemble des stations qui forment ce centre expérimental. Donc ce n'est pas seulement la tour Sentis, mais il y a aussi d'autres stations aux alentours. Et en bas, vous avez tous les instruments qui ont été installés. Je vais revenir là-dessus, donc ce n'est pas
nécessaire de vous les expliquer. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est encore une fois la bande de fréquences. Donc on part de très basses fréquences, donc quelques hertz, et on va jusqu'à des fréquences associées aux rayons X et rayons gamma. Alors, pour expliquer rapidement, sur la tour, donc on a deux paires de capteurs de mesure de courant qui ont été installés à 24 mètres et 82 mètres. Donc, ce sont des capteurs spécifiques pour mesurer ces courants de foudre. Alors là, vous voyez les capteurs autour de la partie métallique à l'intérieur de la tour. Et après, vous avez toute l'électronique sensible qui est installée à l'intérieur des boîtes métalliques pour protéger justement, parce qu'en fait là, la foudre produit un champ électromagnétique intense et là on est au cœur de la foudre, donc il va falloir vraiment faire attention pour ne pas perturber les instruments de mesure. Donc là vous voyez toute cette partie électronique qui comporte différentes choses et en fait les signaux sont transférés à la salle de contrôle, en utilisant des fibres optiques, pas des câbles, justement pour protéger ces signaux des effets perturbateurs de la foudre. Et en fait, toutes les opérations de maintenance, de surveillance et de contrôle sont réalisées à distance via Internet. Depuis le PFL, on a accès à tous ces équipements. Alors, après, on passe au radome qui est juste à côté. Et en fait, là, on a installé des capteurs qui mesurent le champ électrique et magnétique. Donc là, c'est un capteur de champ électrique, un capteur de champ magnétique. Et ça, c'est un capteur aussi de champ électrique, mais qui fonctionne à des fréquences différentes. C'est là qu'on a aussi installé deux capteurs de rayons X qui appartiennent à nos collègues de l'université d'Uppsala en Suède et l'université de Californie à Santa Cruz. Et justement, toutes ces données, bien entendu, sont à disposition de l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur le sujet. Et puis on passe à Kronberg, qui est un mont à 4 km. Et là, en fait, donc ça c'est la vue depuis le mont Kronberg. Donc vous voyez, on a une belle vue sur la tour Sentis. Et c'est là qu'on a installé une caméra vidéo rapide. Donc on peut monter jusqu'à 30 000 images par seconde. Et en fait, il y a aussi un module GSM et un contrôleur. Donc chaque fois qu'il y a un coup de foudre, on envoie via Internet un signal qui déclenche ce système, et le système qui mesure en permanence les images, et il garde en mémoire un temps suffisamment long pour pouvoir ne pas rater le début de l'orage. Ensuite, on va à Herisau, à 15 km, et là, en fait, il y a une compagnie qui s'appelle Uber et Suner qui fabrique des câbles qui sont très connus dans le monde entier. On a une certaine collaboration avec eux, et ils nous ont laissé utiliser leur toit. On a installé des capteurs de champs électriques qu'on a installés sur le toit de ces bâtiments. Et on a aussi installé des capteurs de champs électromagnétiques à l'EPFL et aussi en Autriche, à Neudorf. Donc ça, c'est une station qui appartient à des collègues autrichiens. Donc c'est à 380 km de Sentis. Donc c'est les mesures les plus lointaines jamais effectuées de la foudre, du champ électromagnétique, avec le courant. Et ce qui a permis aussi de voir les effets des réflexions ionosphériques. Donc là, vous avez des capteurs sur le toit de notre laboratoire à l'EPFL. Il y a le radar polarimétrique appartenant à Météo Suisse, et Météo Suisse nous a laissé à nos dispositions toutes leurs données. Alors, c'est des données extrêmement utiles parce que ça permet d'obtenir des informations plus détaillées sur la structure et la composition des nuages d'orage. Alors, je vous ai montré la caméra rapide. Le problème avec la caméra rapide, c'est que la plupart du temps, on est à l'intérieur des nuages. On est dans le brouillard, on n'a pas de visibilité. Alors, pour pouvoir quand même voir, entre guillemets, le développement de la décharge, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé, durant les étés 2019 et 2021, un système qu'on appelle un interféromètre qui a été développé par nos collègues de l'université New Mexico. En fait, c'est un système qui mesure le rayonnement VHF associé à ces éclairs. En fait, ça permet de reproduire en fait le chemin tracé par ces éclairs, même s'il n'y a pas de visibilité.
Voilà, donc ça c'était un peu l'ensemble des équipements. Et ici vous avez alors, la distribution mensuelle des éclairs enregistrés à la tour Sentis. Je pense c'est de 2010 jusqu'à 2022 ou 2023, sauf erreur. Alors vous avez 3 valeurs. En bleu, vous avez les coups de foudre négatifs, en rouge, les coups de foudre positifs, et en orange, vous avez ce qu'on appelle les coups de foudre bipolaires. Alors c'est des décharges d'un type assez intéressant. Donc dans le même décharge, il y a un transfert de charge positif et négatif. Ils sont très très rares, vous voyez en fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces décharges apparaissent pendant l'été, dans la saison des orages, mais on a aussi des mesures tout au long de l'année, depuis janvier jusqu'à décembre. Et ça, c'est la distribution des éclairs. Donc, comme je vous ai dit, la grande majorité, 80% négative, 12% positive et 3% des éclairs de type bipolaire. Alors voilà donc cette tour Sentis, et qui est justement, donc là on a la preuve qu'elle est foudroyée plus d'une centaine de fois par année. Alors une chose curieuse et intéressante, c'est qu'au sommet du mont Sentis, il y a une station météorologique qui est opérationnelle depuis 1880. Et ça c'est intéressant parce qu'on a des données sur la foudre. Donc à l'époque on mesurait le foudroiement par ce qu'on appelle le nombre de jours d'orage. Donc chaque fois que la personne qui travaillait là entendait l'orage, donc il cochait comme un jour d'orage, et on comptait ces jours d'orage jusqu'à la fin de l'année. Donc on a ces données depuis 1880. Alors ça c'est en 1950, il y a eu une petite antenne de quelques mètres qui a été construite. En 1976, il y a eu une première tour qui a été érigée de 80 mètres de haut, appartenant, à l'époque c'était les PTT. En 1996, cette tour a été enlevée et remplacée par une tour de 224 mètres de haut. Alors on s'est amusé à regarder les données de ces jours d'orage. Alors entre 1900 et 1930, les données existent mais n'ont pas encore été numérisées, donc on ne les a pas à disposition. Mais vous voyez en fait que jusqu'à des années 1975-76, avant que la première tour soit érigée, donc vous avez une valeur qui est plus ou moins constante avec des variations annuelles normales. Et lorsque la première tour a été érigée, vous voyez en fait une augmentation assez significative du nombre d'orages. Et en fait, en 1996, cette tour a été enlevée, donc pendant une année, il n'y avait pas de tour. Et vous voyez qu'on retrouve les valeurs disons, qu'on avait auparavant, et lorsque la nouvelle tour, qui était encore plus haute, a été érigée, donc là, les valeurs ont été augmentées. Et en fait, c'est vraiment un phénomène intéressant, parce qu'en fait, ça montre que la plupart, et on a pu vérifier, bien entendu, la plupart de ces éclairs sont des éclairs sur la tour Sentis, et ce sont des éclairs de type ascendante. Et avant que ces tours soient érigées, il y avait toujours ces quelques coups de foudre descendants par kilomètre carré par année qu'on mesurait sur la tour, mais avec la construction de ces tours, il y a de nouvelles, décharges ascendantes qui se sont créées. Alors je vais passer peut-être ça c'est des images d'un coup de foudre ascendant positif qui a été capté par notre caméra rapide. Donc vous voyez en fait cette ramification, mais qui part à partir du sol. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très utile pour comprendre l'initiation de la foudre. Et là, vous avez l'image, les photos de la plupart des personnes qui ont travaillé directement ou indirectement sur ce projet. En fait, ce sont des doctorants qui ont travaillé sur Sentis, qui ont installé les différents équipements, qui ont analysé les données pendant toutes ces années. Et puis bien entendu, on a travaillé avec plusieurs institutions nationales et internationales. Alors les résultats, c'est vraiment cette tour est une infrastructure vraiment unique au monde, c'est vraiment un laboratoire d'une grandeur nature. Et les données obtenues grâce à
instrumentations ont permis pas mal d'avancées dans la recherche sur la foudre. Donc juste quelques exemples. On a découvert un nouveau type d'éclair bipolaire, on a mieux compris la physique des charges, on a développé des modèles en se basant sur ces mesures. On a obtenu mis à jour des données statistiques, parce que ce sont les données sur la foudre les plus importantes du monde. C'est plus de 1000 décharges qui ont été obtenues. Et puis, on a pu aussi évaluer des performances de ces systèmes de localisation des éclairs, parce qu'on sait quand et à quel moment cet éclair tombe sur la foudre. Mais comme je vous ai dit, je vais parler juste je vais terminer cette présentation sur ce projet The Laser Lightning Rod Project. Donc le but, c'était de voir si on pouvait, déclencher ou guider la foudre en utilisant des lasers haute puissance. Alors comme je vous ai dit, le déclenchement artificiel de la foudre avait déjà été réalisé en utilisant des fusées qui traînent derrière elles un petit fil électrique connecté à un point où on peut mesurer le courant et avec différentes instrumentations autour pour permettre de faire des mesures de différents paramètres liés au foudre. Donc en fait, on attend les nuages d'orage qui doivent arriver, et dès que le niveau du champ dépasse un certain seuil, on lance ces fusées, et si on est chanceux, ces fusées vont déclencher un coup de foudre. Donc il y a une première phase pendant laquelle la fusée et le fil s'évaporent, et après il y a des séquences d'arcs en retour qui sont très similaires aux éclairs naturels. Donc ça, c'est des images qui ont été filmées. Il y avait un centre à Camp Blanding en Floride. Donc là, vous voyez en fait. 4, 3, 2, 1, fire. Voilà, l'excitation de chercheurs. Alors, désolé pour le son, j'ai pas. Voilà. Donc il faut dire qu'il faut être très patient, parce qu'en fait, on attend plusieurs jours avant que les conditions soient là pour envoyer. Pardon. Et ça, c'est en fait le même coup de foudre, mais filmé à 500 mètres. Donc vous allez voir en fait que. Voilà, donc vous voyez, en fait, la foudre suit le chemin offert par ces fils, donc c'est vraiment un coup de foudre rectiligne. Voilà, donc en fait, l'idée de déclencher la foudre en utilisant des lasers, c'est une idée qui a commencé dans les années 90, et c'était les Japonais qui étaient les premiers à essayer ceci. Donc en fait, il y a une expérience qui a eu lieu dans les années 90, qui a été décrite dans cet article de 1999 de Uchida et ses collaborateurs. Et en fait, ils ont fait une expérience très intéressante qui est illustrée ici. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est la chose suivante. Donc, ils avaient un capteur de champ électrique, et dès l'apparition de cette décharge préliminaire dans les nuages, en fait, donc ça a généré une onde électromagnétique capturée par ce capteur qui, activait le laser, qui générait un rayon laser avec un miroir le diriger vers le sommet d'une tour. Et l'idée, c'était de déclencher ou d'intercepter des coups de foudre descendants. Alors, ils ont présenté quelques résultats, mais en fait, ces résultats, ils n'ont pas pu vraiment démontrer qu'il y avait un effet concluant sur soit l'interception, soit le déclenchement de la foudre. Après, il y a eu beaucoup d'études au laboratoire, en particulier par une équipe de l'Université de Genève, qui ont montré qu'on pouvait déclencher des arcs électriques en utilisant des lasers. Et en fait, en 2018, il y a eu ce projet Laser Lightning Rod qui visait justement à utiliser des lasers, mais vraiment des lasers spéciaux et spécialement conçus pour ce projet, pour déclencher la foudre sur la tour Saint-Yves. Donc c'était un projet avec 7 partenaires, donc 3 partenaires français, 3 partenaires suisses, donc l'Université de Genève,
la Haute École d'Ingénierie à Genève, l'EPFL, et puis une société en Allemagne, Trumpf scientifique, qui fabrique justement des lasers. Voici en fait le laser qui a été développé spécialement pour ce projet. Donc c'est un laser qui est assez spécial. Il utilise le principe dit de filamentation qui permet de focaliser les rayons laser sur une distance que l'on peut contrôler et qui permet d'augmenter l'échauffement de l'air et créer une ionisation. Donc c'est en fait, je pense, 8 mètres de long, je ne sais pas si les valeurs sont là. Voilà, je pense que c'était 8 à 10 mètres de long. Et une autre particularité du laser, c'est que c'était des impulsions de 1 picoseconde, mais 1000 fois chaque seconde. Donc là aussi, c'était des impulsions, 1000 impulsions par seconde. La longueur d'onde qui avait été choisie, c'était 1030 nanomètres. Donc c'est dans l'infrarouge, mais on a utilisé aussi les deuxième et troisième harmoniques. Alors, donc, il a fallu presque 3 ans pour développer ce laser. Ensuite, ce laser a été transporté à Paris, au laboratoire d'optique de l'Université de Paris, où ils ont fait des mesures de caractérisation des tests dits horizontaux sur ces lasers. Donc là, vous voyez en fait justement la mesure de cette filamentation. Donc, vous voyez la surface occupée par ces filaments. Et vous voyez, donc ça c'est en fait la distance par rapport à la source. Donc on peut justement focaliser à des distances de l'ordre de 100 à 120 mètres. Justement, ça c'était le but pour avoir une filamentation qui apparaisse au sommet de la tour. Et au mois de mai de cette même année, ce laser a été transporté au Mont Saint-Is. Et grâce au soutien de l'armée suisse, alors je vais enlever le son, c'est bien comme ça, oui. Voilà, donc là vous voyez le transport au sommet de Saint-Is du laser et ce qu'on appelle le télescope, qui était en fait un autre élément essentiel de cet objet qui a été construit par l'Université de Genève, qui permettait aussi justement cette focalisation. Donc ici, vous avez le système, le laser qui avait été installé à l'intérieur du radome, un jeu de miroirs pour faire venir le faisceau laser dans ce qu'on appelle le télescope de focalisation, et puis le faisceau qui est envoyé au sommet de la tour Saint-Is. Je vais passer cette... Et ici, vous avez justement la deuxième harmonique, donc couleur verte, qu'on peut voir... Qui est envoyé au sommet de la tour. Donc il y a eu une campagne de mesure qui a eu lieu du 21 juillet au 30 septembre. Il y a eu 16 éclairs. Alors, il ne faut pas regarder toutes ces valeurs, juste pour vous dire qu'il y a eu 16 éclairs qui ont été enregistrés. Les 4 qui sont représentés ici, les 4 premiers, ont été enregistrés lorsque le laser était activé. Et les autres, c'était lorsque le laser n'était pas activé. Alors ce qui est intéressant, donc ça c'est les différentes mesures que nous avons faites, c'est que la polarité, alors vous voyez le flash polarity, c'est la polarité de ces coups de foudre qu'on a observés pendant le laser, et ils étaient tous positifs. Alors ça c'était un peu étonnant. Et il y a on était très chanceux parce que l'éclair qui a été nommé L2, on a pu avoir des mesures photographiques. Donc il y avait suffisamment de visibilité pour avoir les mesures photographiques. Et en fait, on voit ici, et on avait installé une deuxième caméra pour avoir une vue en 3 dimensions. Donc là, vous voyez la vue de cet éclair en particulier, de ces 2 caméras. Et en fait, on a pu... vous voyez que en fait, la foudre suit le faisceau laser sur une distance d'environ 60 mètres. Et puis il y a d'autres éléments qui montrent en fait que le laser a un effet de guidage. Donc en haut, vous avez des images de la caméra pour un événement avec laser. Donc vous voyez que le début est assez droit, assez linéaire, sans ramification. Et en bas, vous avez un événement représentatif d'un coup de foudre sans le laser. Vous voyez tout de suite les ramifications apparaissent.
Et puis je vous ai parlé de ce rayonnement VHF. Donc ici vous avez des images de deux enregistrements VHF, à gauche avec le laser, à droite sans le laser. Donc vous voyez une ligne en rouge qui représente le faisceau laser, et en bas vous voyez que tous ces petits points sont les sources de rayonnement VHF qui correspondent au chemin tracé par la foudre. Donc vous voyez sur cette partie-là, ils sont assez proches de ce chemin du faisceau laser, alors que sans le laser, vous voyez qu'ils sont un peu plus éloignés. Et d'ailleurs, on a fait une étude statistique et on a vu qu'avec le laser, justement, cette distance qui séparait les deux était beaucoup plus faible. Alors, on a mesuré, en fait, alors ce qu'on a pu vérifier, alors, tout d'abord, il n'y a pas eu une augmentation significative liée à la présence du laser, ce qui montre qu'on n'a pas pu vraiment démontrer un déclenchement de la foudre due au laser. Par contre, il y a eu un guidage. Alors, ce qui était intéressant, je vous ai dit, un peu étonnant, c'est que sur la tour Sentis et partout dans le monde, la grande majorité des coups de foudre sont négatifs. Or, les 4 décharges qui ont été observées avec le laser étaient toutes de polarité positive. Alors, on a fait, en fait, grâce à un modèle développé par notre collègue professeur Vernon Courreille de l'Université d'Uppsala, on a pu faire des études, disons, théoriques et, disons, des simulations numériques, et on a pu montrer que, effectivement, en fait, les décharges positives étaient plus affectées, disons, dans le sens de développement plus le laser facilitait plus les décharges de type positif que les décharges négatives, ce qui corrobore nos observations. Donc voilà, on a pu observer des éclairs guidés par laser sur 60 mètres. Ce sont des éclairs de polarité positive. Alors bien entendu, c'est une seule campagne de mesure, quelques éclairs. On espère pouvoir continuer ces mesures dans le futur pour tester de nouvelles configurations et confirmer ces résultats. Alors je vais conclure. Donc la foudre reste l'un des phénomènes naturels les plus fascinants. Elle génère des rayonnements électromagnétiques allant du courant continu aux hautes énergies. Plus de 250 ans après l'expérience du cerf-volant de Franklin, beaucoup de choses restent encore mal connues. Le changement climatique va certainement accroître la fréquence et l'intensité des éclairs, et des installations expérimentales comme la tour Sentis sont essentielles pour mieux comprendre ce phénomène et en atténuer les effets néfastes. Donc je termine sur cette image de la couverture du numéro de la revue Nature Photonics, dans lequel ces résultats ont été présentés, et de l'équipe Laser Lightning Rod. Donc ça, c'était notre dernière réunion qui a eu lieu à l'EPFL il y a 2 ans de cela. Je vous remercie de votre attention. Oui, c'est ça, ouais. Que le son soit capté par voilà. le micro. Sinon, je peux répéter la question pour voilà, si les gens sont. Donc, je pense que vous serez d'accord de répondre à quelques Absolument, questions. Avec plaisir. Donc, vous êtes les bienvenus pour poser les questions que vous voudrez. Oui, première question là. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est quoi le final de toutes ces recherches? Est-ce que c'est comprendre vraiment tous les usages et fonctionnement des éclairs, mais il y a un but derrière Alors, je répète la question pour les personnes en ligne. Donc, quel est le but de ces expériences? Alors, il y en a plusieurs en fait. Il y a d'abord, comme j'ai dit, on connaît très mal encore comment la foudre s'amorce à l'intérieur des nuages d'orage. Donc, un des buts, c'est de comprendre mieux ce phénomène physique.
Alors il y a évidemment d'autres buts plus pratiques, c'est de se protéger contre la foudre. Il y a différents systèmes qui sont sensibles aux perturbations liées à la foudre, comme les éoliennes, comme par exemple les réseaux électriques. Donc en fait, ces coups de foudre produisent des champs électromagnétiques qui induisent des surtensions de plusieurs centaines de kilovolts et qui produisent des dommages sur ces réseaux électriques. Donc il y a tous ces aspects aussi, enfin l'aspect, je veux dire, phénoménologique, physique, la modélisation de l'éclair et des différents processus, et aussi l'effet, l'interaction avec différents types de structures et la protection contre la foudre. Donc tout ça, ça fait partie de cet ensemble de mesures. Pour continuer, est-ce qu'un jour on arrive à utiliser cette énergie pour alimenter Alors, très bonne question. En fait, on demande si on peut utiliser l'énergie de la foudre. Alors, c'est intéressant parce que l'énergie de la foudre est assez énorme. Par contre, l'énergie que l'on peut récupérer et, disons, capter à la base du canal, l'énergie électrique, est extrêmement faible. Enfin, toute cette énergie est perdue sous forme d'ondes électromagnétiques, de chaleur, etc. Mais l'énergie électrique, donc, c'est une puissance qui est extrêmement grande, mais concentrée dans un temps très court. Donc finalement, l'énergie est très faible. Et donc, ce n'est pas vraiment une très bonne source d'énergie, d'autant plus qu'on ne sait pas où et quand ça tombe. Par contre, on pourrait éventuellement envisager, en fait, avec ces structures élevées, la tour Sentis, il y a une centaine de coups de foudre par année, et ces coups de foudre ascendants, ils ont plus d'énergie que les coups de foudre descendants. Donc on pourrait éventuellement envisager d'utiliser cette énergie localement pour des besoins de la tour. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui peut être envisagé. Mais d'une manière générale, ce n'est pas une très bonne source d'énergie en soi. J'ai été fasciné d'apprendre que les éclairs généraient des rayons X. Oui. Est-ce que vous vous intéressez aussi à cet aspect des éclairs Oui, tout à fait. Absolument. Donc la question, c'est le rayonnement X des éclairs. Alors effectivement, ça c'est très intéressant et ça a été fait... disons, les premières observations datent d'il y a seulement 20 ans. Et c'est très intéressant. On s'intéresse aussi, donc j'ai un de mes anciens doctorants avant la retraite, qui est un physicien qui travaille justement sur ces données des hautes énergies, rayons X, rayons gamma, et même de l'antimatière, donc qui sont générés par la foudre. Alors ça c'est très intéressant parce que donc, lorsqu'on a découvert ce genre de rayonnement haute puissance, alors il y avait les théories classiques du déclenchement de la foudre qui s'approchaient des théories du développement des arcs dans les laboratoires à haute tension. Mais il y avait quand même des doutes parce que en fait, le développement de ces décharges nécessite des champs électriques qui dépassent un seuil qui est typiquement de 2 millions de volts par mètre à cette altitude. Et on n'a jamais mesuré des champs aussi importants. Enfin, les champs les plus importantes qu'on ait jamais mesurées, pourtant on a envoyé des sondes, des ballons, etc. On n'a jamais mesuré plus que le 10e de cela. Et en fait, ces mesures des rayons X et des rayons gamma donc, suggèrent qu'il existe justement ce type différent de décharge relativiste et qui nécessitent justement des champs électriques qui sont de l'ordre de grandeur qu'on a mesuré. Mais après, il y a plusieurs autres questions qui se sont posées, parce qu'il faut la question, c'est comment ces électrons sont accélérés à ces vitesses extrêmement grandes. Alors, une théorie, c'est justement ces rayons cosmiques qui viennent accélérer ces électrons. Alors, il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus, et on pense aujourd'hui qu'il y a disons, le phénomène initiateur de la foudre, c'est une combinaison des modèles classiques et des modèles relativistes. Est-ce qu'on pourrait rappeler en quoi consistait l'expérience du cerf-volant de Franklin? L'expérience du cerf-volant de Franklin, en fait, ce qu'il a fait, il a envoyé un cerf-volant, et en fait, il y avait un fil électrique, et il avait un autre fil électrique qui était mis à la Terre, je pense que ça doit être ça, et puis il a disons, remarqué un arc entre le cerf-volant et ce fil qui a été mis à la Terre. Donc c'était grosso modo quelque chose comme ça, quelque chose de très dangereux à ne pas reproduire. Et voilà, c'était
grosso modo ça. Et en fait, c'est intéressant parce que beaucoup de termes qu'on utilise aujourd'hui, des charges positives, négatives, condensateurs, tout ça, c'est des termes qui ont été inventés par Franklin. Alors, il y a eu des morts, parce que beaucoup de gens ont essayé de reproduire. Il y avait aussi d'autres expériences similaires, et effectivement, il y a eu quelques morts. Une question de chimiste, si je peux. Quand vous parlez de charge positive, c'est quoi? C'est un proton, c'est H3 et la charge négative, c'est quoi? Est-ce que c'est l'action acide-base H plus OH- ou c'est quoi les charges? Alors, les charges négatives, c'est certainement des électrons, et les charges positives, je pense, c'est des ions. Alors, c'est des ions qui peuvent être de différentes natures, mais alors, en tout cas, les charges négatives sont des électrons. Ça, c'est voilà. Mais après, voilà, les charges positives, c'est des ions. Alors, c'est de l'eau. Pardon, c'est de l'eau. Je pense que ça doit être de l'eau, oui. Oui. J'ai écouté dans la physique à propos de la narration du gradient de potentiel atmosphérique. C'est pas pour les orages. Oui, c'est ça, par beau temps. Oui. Et puis, il semblerait qu'à 19h GMT, partout sur Terre, il y a maximum. Ah, je savais pas ça. Non, je ne savais pas ça. Vous parlez du champ électrique, hein? C'est dans les cours de Feynman. Alors, c'est bien possible, parce qu'en fait... alors, je pense que... Oui, alors je sais pas. Alors, je ne connaissais pas ça, mais c'est bien possible, parce qu'en fait, il y a des variations de la distribution des charges dans la ionosphère entre la nuit et le sol. Et en fait, on voit ça sur les réflexions des ondes radio ou des ondes créées par la foudre. Il y a des variations très rapides, donc il y a des caractéristiques typiques pendant la journée et pendant le soir. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est toujours à la même heure. D'accord. Partout sur Terre. D'accord. Alors je vais regarder ça, c'est intéressant. Oui. D'accord. Oui, je vais regarder, je ne connaissais pas non plus. Donc je vais regarder ça, c'est intéressant. Merci. Oui. J'ai été frappé par du bétail qui avait été foudroyé. Oui. Parce qu'il était dans les Préalpes vaudoises, il s'était mis sur des sapins. Oui. Vous avez évoqué une statistique des humains. Oui. Comme on a pris des statistiques, vous savez quelle est l'importance sur le bétail qui pâture de ces accidents dus à la foudre? Oui, absolument. Donc la question se porte sur l'incidence de la foudre sur le bétail. Effectivement, alors ça c'est une question très, très intéressante. Il y a, alors je ne me rappelle pas il y a des statistiques, je pense qu'il y a plusieurs centaines de vaches qui sont foudroyées chaque année. On voit en fait, il y a des images, je ne les ai pas utilisées ici, mais vous voyez des images où il y a plusieurs vaches qui sont mortes dues à la foudre. Et c'est pas dû à un foudroiement direct, c'est un foudroiement indirect. Donc un coup de foudre qui tombe à proximité, et c'est le courant qui passe dans le sol. Et en fait, comme alors nous, les humains, on a même s'il y a un courant qui passe entre les deux jambes, donc ça n'atteint pas le sol. Donc souvent, il y a beaucoup d'humains qui sont... et aussi la distance entre les pattes n'est pas très grande, donc ça ne crée pas une différence de potentiel très grande. Mais pour les vaches, c'est une cause assez importante. Donc, je pense que c'est plusieurs centaines de vaches qui meurent chaque année en Suisse à cause justement de ce phénomène de foudroiement indirect. Oui. Parce que, sur les endroits, comment se débarrasser de ces bêtes? Oui. Et ça en coûte. Absolument. Oui, tout à fait. Et c'est surtout dans les Alpes, donc le sol est très mauvais conducteur, donc ça crée des différences de potentiel importantes. Et oui, tout à fait. Donc ça, c'est une cause. J'aurais pu ajouter dans la liste. Oui, le vent solaire est comme un grande particule. Est-ce qu'il y a une interférence avec la foudre ou inversement?
Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas en fait. Il faut. Alors, franchement, je ne sais pas. Non, peut-être que c'est étudié et je ne connais pas. Mais peut-être qu'il peut y avoir des incidences sur le nombre de foudres. Mais en tout cas, c'est aussi une source de perturbation électromagnétique parce que ça interagit avec le champ magnétique terrestre, ça crée des champs électromagnétiques qui peuvent aussi, enfin il y a eu des cas de perturbation sur le réseau canadien et américain, etc. Mais l'interaction avec la foudre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a, il faudrait que je regarde la littérature. Une question assez pratique, c'est par rapport à la cage de Faraday. Oui. Si on est dans une voiture, il n'y a pas de problème, voilà. Quand il y a les orages, si vous êtes dans la voiture, restez-y. Tout à fait, même si la voiture est frappée par la foudre, vous êtes protégé à l'intérieur. Alors, attendez que l'orage parte. Oui, oui. Alors, il y a une règle pratique, enfin, je ne me rappelle pas. Enfin, parce qu'en fait, si vous voyez une décharge, bon, et 3 secondes plus tard, en fait, bon, c'est 300 mètres à la seconde. Donc, si vous comptez le nombre de secondes avant d'entendre la tonnerre, donc, vous multipliez par 300 mètres par seconde, donc chaque seconde c'est 300 mètres, vous avez la distance. Donc, ça vous donne une idée où se trouve l'orage. Mais si vous êtes à l'intérieur de la voiture, s'il y a des orages, c'est mieux de rester, c'est un endroit sûr. Surtout pas aller sous un arbre, parce que là, c'est vraiment l'erreur fatale, parce que l'arbre peut être foudroyé et il peut y avoir ce qu'on appelle un foudroiement indirect à partir de l'arbre sur les personnes. Vous avez parlé uniquement de foudre, mais pas de tonnerre. Qu'est-ce qui provoque Alors le tonnerre, oui, en fait, ce qui provoque le tonnerre, c'est l'augmentation de température de la décharge. En fait, il faut savoir que la température de la décharge atteint 30 000 degrés, c'est la surface du Soleil. Et en fait, ça crée justement cette augmentation de température, crée cette onde acoustique qui est le tonnerre. C'est la dilatation de l'air. une question, maintenant qu'on est en montagne, qu'on est haut, mettons à 2500 mètres, il n'y a pas d'arbre, il y a un orage, il y a des éclairs, une meilleure défense, nous autres, c'est qu'on s'accroupit. S'accroupir, voilà. Je crois qu'il faut vraiment s'accroupir, ne pas rester debout. S'il n'y a aucun endroit se réfugier, je crois que c'est la meilleure chose. Si il y a une petite cabane en haut, des fois, il y a des trucs de... Alors les petites cabanes, oui, ça dépend si sont des cabanes... Si c'est des cabanes qui ne sont pas munies de protection contre la foudre, ça ne sert à rien en fait. Oui, oui, oui. On peut aller à l'intérieur d'une cabane pour se protéger de la pluie, mais s'accroupir quand même. Oui. Alors la parapluie, ça peut être dangereux, effectivement. Oui, ça peut être dangereux, mais enfin, si vous êtes je sais pas, au centre-ville de Lausanne, il n'y a pas de problème, parce que en fait, vous êtes protégé par tous ces bâtiments autour de vous, etc. Mais si vous êtes en plein champ, il n'y a rien, vous avez votre parapluie, c'est pas vraiment très... Ah non, fermé dans le sac, en principe, vous le gardez en voir. Je ne peux pas garantir qu'il n'y a pas de... Le Natel, non, il n'y a pas de... Non, le Natel, alors il y a des histoires sur l'Internet qui disent qu'il ne faut pas utiliser, non, en principe, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on constate des dégâts sur l'antenne, par exemple? Alors, sur l'antenne, non, on n'a pas des... Et il y a une raison bien particulière, c'est que cette tour a été... il y a une protection contre la foudre qui est vraiment fantastique. Il y avait une personne qui travaillait à l'époque à Swisscom, qui est un des meilleurs experts de la protection contre la foudre, et c'est lui qui a conçu et installé cette installation. Pour les éclairations, par contre, comprend, mais quand ils sont descendants... Oui, mais il y a un système qui permet d'acheminer le courant vers le sol. Alors par contre, il y a des perturbations électromagnétiques. Donc il y a des systèmes, donc même nos systèmes de temps en temps, même si on est à l'intérieur des cages de Faraday, etc., mais néanmoins,
on a de temps en temps des problèmes de perturbation qui arrivent quand même. Voilà. Mais sinon, la tour elle-même, elle est très bien protégée contre la foudre. Mais, finalement, est-ce qu'on sait pourquoi il y a une prédilection des éclairs pour les extrémités, sur les étoiles? Oui, oui, oui. Tout à fait. Parce qu'en fait, absolument, absolument. En fait, c'est parce que, en fait, c'est les lois de l'électromagnétisme qui disent que lorsque vous avez des structures métalliques, le champ électrique ou la densité des charges est inversement proportionnelle au rayon de courbure. Donc c'est là où vous avez des maxima de champ électrique. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait ces points sont voilà. L'effet de pointe. Oui, l'effet de pointe. J'ai encore une question. Mettons qu'il y a un orage et puis il y a beaucoup de vent. Des fois, il y a Oui. du vent quand il y a des orages, mais des fois, il y en a beaucoup plus. Est-ce que ça influence la direction de l'éclair? Alors oui, en fait, ça peut influencer. C'est-à-dire, il y a des images aussi qu'on a obtenues sur le déclenchement artificiel de la foudre par temps très venteux, et on voit les différentes arcs en retour. Donc je vais parler d'une multitude d'arcs en retour. Parfois, on peut avoir même une dizaine d'arcs en retour. Et ces arcs en retour sont séparés ça peut être séparé de quelques dizaines, voire parfois quelques centaines de millisecondes. Et là, on voit clairement l'effet du vent. On voit que le canal se déplace, enfin, pas de beaucoup, mais quelques centimètres, sous l'effet du vent. Oui. Peut-être une dernière question. Ce phénomène qui fait que certaines photos d'éclairs montrent en fait un éclair qui est avec une espèce de traînée, comme si latéralement, oui. au maximum, on a une espèce comme... Oui, alors ça peut être effectivement, ça peut être justement l'effet du vent. Et il y a aussi une phase, dans certains coups de foudre, on peut avoir un courant de faible amplitude, mais sur une très longue durée. Et donc là, quand on a justement cette combinaison, et avec du vent, on a cette traînée qu'on peut voir dans les photos. Bien, je crois qu'on a eu beaucoup de questions posées. Et il ne nous reste plus qu'à remercier encore infiniment notre conférencier de ce soir. Merci.